Comme chacun le sait, la marine du Hamas et ses associés ont subi de lourdes pertes lors des intenses attaques israéliennes la veille. Ces pertes ont considérablement limité la mobilité du Hamas, en particulier dans ses tentatives de se déplacer vers les villes israéliennes de l'autre côté de la mer. Aujourd'hui, les forces de défense israéliennes ont réalisé des progrès significatifs. Les forces israéliennes ont mené aujourd'hui plusieurs frappes aériennes dans la bande de Gaza, en se concentrant spécifiquement sur la région de Khan Younis. Ces attaques puissantes et énergiques ont infligé des pertes dévastatrices au Hamas. Dans ce contexte, le commandant des forces navales du Hamas dans la région de Khan Younis a été éliminé par des frappes israéliennes, une nouvelle annoncée fièrement par les forces de défense israéliennes. Cela a laissé le Hamas dans un état considérablement affaibli. Ammar Abyalala a ensuite été identifié comme l'une des personnes tuées, aux côtés d'un autre membre des forces navales du Hamas. Les forces de défense israéliennes ont indiqué que Halala occupait un poste de haut rang au sein des forces navales du Hamas et était lié à la direction de nombreuses attaques terroristes visant des actions maritimes. Cette frappe aérienne dévastatrice a été menée sur la base d'informations fournies par l'agence de sécurité du Shin Bet, la direction du renseignement militaire et la marine. Une collaboration efficace entre ces agences a été l'une des raisons fondamentales du succès d'Israël dans ces opérations. Outre ces attaques, la situation des otages est devenue actuellement le problème le plus important pour les deux parties. Au cours des dernières semaines, les familles des otages israéliens se sont retrouvées divisées par des débats divergents sur la manière d'obtenir la libération de leurs proches décédés. Du fait de ces désaccords, ils ont passé un temps considérable dans une forme d'incertitude. Ces familles ont des préoccupations cruciales. La pression sur le gouvernement israélien sera-t-elle efficace? Les gouvernements étrangers ont-ils la capacité d'influencer le Hamas? Quelle est l'implication de la guerre terrestre pour la survie de vos proches? Alors que l'accord qui garantira la libération de nombreux enfants kidnappés et de leurs mères est sur le point d'être conclu, la plupart des familles ont soudainement opté pour le silence. Ils affirment que le Hamas tentera de conserver les enfants dont les familles peuvent exercer le plus de pression sur le gouvernement israélien. Si chaque famille a tenté d'attirer l'attention sur la disparition de leur fils la semaine dernière, elles rivalisent désormais pour faire oublier leur cas. Il est difficile de comprendre les tourments que vivent ces familles dans un environnement aussi déchirant. Aucune des parties impliquées dans le récent accord n'y voit une victoire pour Israël. Mais le désespoir du Hamas est évident dans la conclusion de cet accord avec le gouvernement israélien mardi soir. Lors de l'échange de prisonniers de Shalit en 2011, le ratio était de 100 prisonniers palestiniens, y compris des condamnés à perpétuité pour meurtre, pour un seul soldat israélien. À l'époque, la majorité des Israéliens soutenaient cet accord, soutenant le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Ehud Barak, alors ministre de la Défense. Cependant, 12 ans plus tard, la perception a radicalement changé, surtout après que la plupart des terroristes libérés lors de cet échange étaient responsables de la planification et de l'exécution du massacre du 7 octobre. Le Hamas a brutalement kidnappé de nombreuses personnes, y compris des bébés et des grands-mères malades, modifiant à jamais la perception qu'Israël a des anciens prisonniers libérés. Au début de la guerre, le Hamas et le djihad islamique ont tenté de libérer progressivement les otages, estimant que les Israéliens n'avaient pas changé leur perception. Cependant, Israël a rejeté toute tentative de libération des otages et a lancé l'opération terrestre sans mentionner les Israéliens détenus à Gaza. Alors que les forces israéliennes avançaient dans Gaza, des photos ont été divulguées aux médias de soldats se trouvant dans d'importants quartiers généraux de l'administration du Hamas, notamment au Parlement et dans d'autres quartiers généraux, avant de démolir ces bâtiments. Cela a surpris certains observateurs étrangers. Même si les destructions ont été critiquées, Israël a envoyé un message clair au Hamas. Pendant 3 semaines, Israël a indiqué qu'il s'apprêtait à entrer dans l'hôpital de Shifa, laissant ainsi à l'ennemi le temps d'évacuer. Tout en ne souhaitant pas une guerre contre les hôpitaux, Israël a cherché à démontrer au Hamas qu'il n'y avait pas de refuge à Gaza. Israël ne communique pas avec l'Occident, il se concentre sur le Hamas. Il veut montrer clairement qu'il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza, défiant ainsi les précédentes tactiques de sécurité du Hamas. Conscient de ces messages, des milliers de combattants du Hamas sont restés cachés pendant des semaines, avec pénurie de nourriture et de carburant. Préparés à une attaque israélienne, ils n'en connaissaient pas l'issue. Au milieu du conflit, les forces de défense israéliennes ont détruit et bouclé des centaines d'entrées de tunnels, renforçant ainsi leur emprise sur le réseau souterrain du nord de Gaza.
La stratégie clandestine du Hamas a échoué face à la stratégie simple mais patiente d'Israël: enterrer les combattants du Hamas dans leur propre tunnel. Puis, soudain, un nouvel accord a été annoncé cette semaine. 50 otages ont été libérés en échange de 150 prisonniers palestiniens, tous des femmes ou des mineurs emprisonnés pour leur implication dans des attentats terroristes. Ce qui est intéressant n'est pas seulement qui sont ces personnes libérées, mais aussi qui n'est pas inclus. Aucun militant du Hamas ne sera libéré. Cela s'explique en partie par le fait que le Hamas ne l'a même pas demandé. Les négociateurs du Hamas considèrent la libération des prisonniers comme une mesure de relations publiques visant à préserver son image. Pendant ce temps, les responsables israéliens font du cessez-le-feu une priorité. Initialement, le Hamas avait exigé un cessez-le-feu d'1 mois en échange de la libération de plusieurs otages, mais Israël n'a pas répondu et les pertes du Hamas ont augmenté, réduisant également ses exigences. Aujourd'hui, ils ont libéré 50 otages en 4 jours. Cependant, alors qu'un accord semblait en voie d'être trouvé, de nouvelles exigences sont apparues. Pendant 6 heures par jour de cessez-le-feu, Israël devrait suspendre ses drones de reconnaissance dans la zone. Hier, l'accord a été reporté car le Hamas a envoyé de nouvelles demandes par l'intermédiaire de représentants qataris, cherchant à imposer des restrictions supplémentaires, sans toutefois préciser lesquelles, sur les activités de renseignement terrestre israéliennes. Les responsables israéliens ont interprété ces demandes comme faisant partie du processus de libération des otages, arguant que tous les otages ne sont pas détenus par le Hamas. Selon leur explication, les combattants du Hamas doivent se déplacer à la surface pour récupérer ces otages ailleurs à Gaza, et ils ne veulent pas être suivis ce faisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien que cette explication semble étrange, il en existe une plus simple. Le Hamas, en désespoir de cause, négocie un dernier recours en acceptant de ne pas surveiller de près les fuites israéliennes pour sauver ses forces dans le nord. Mais alors qu'un grand nombre de combattants du Hamas sont pris au piège dans un siège de plus en plus serré autour de la ville de Gaza, les responsables israéliens sont optimistes quant au fait que le Hamas respectera sa part de l'accord dans un avenir proche. Ils reconnaissent que le Hamas a besoin de temps pour se retirer. Cependant, malgré cette situation, le Hamas se prépare également à l'éventualité inverse. Les responsables prévoient que l'accord pourrait être prolongé au-delà des 4 jours stipulés, à condition de maintenir un rythme de libération d'environ 10 personnes par jour. Cela indique que le Hamas est incertain quant à la durée de son retrait et se prépare à différents scénarios. Si le Hamas ne s'y conformait pas, le conflit reprendrait et les dirigeants israéliens, quels que soient leurs sentiments, reprendraient leurs actions visant à affaiblir le Hamas. La guerre se déplace vers le sud, ce qui pourrait générer une nouvelle crise humanitaire au sein de la population civile. Le Hamas à Khan Younis sera soumis à un siège similaire, mais disposera de davantage de forces disponibles dans cette zone. C'est là que la majorité des forces du Hamas seront impliquées dans un combat pour leur survie, et les otages deviendront la dernière carte entre les mains du Hamas pour se réorganiser, se réapprovisionner et éventuellement s'échapper, si l'offre d'Israël est considérée comme favorable. C'est le panorama actuel auquel nous sommes témoins.